Alors, nous sommes Daf Meme Amoud Aleph. Nous reprenons le dernier paragraphe commencé la semaine dernière. Ba Miner Resh Lakish Rabbi Yochanan, ça se trouve à la hauteur du Tosfot Eicha, à peu près face au milieu du Tosfot Eicha, le troisième Tosfot de la page. Vous avez Ba Minei. On va reprendre le sujet depuis le début. Vous y êtes. Ba Minei Resh Lakish Rabbi Yochanan. Resh Lakish demande à son maître, Rabbi Yochanan, en Eretz Israël, la question suivante. Chitim shezera an bekarka ou betzim shetachat tarnegolet mao. Si on avait, avant Shabbat, placé des grains de blé, on les avait semés dans le sol, Rachid disait, mais sans les recouvrir de terre, juste posés sur le sol, dans l'intention de les semer. Ou alors on a pris des œufs et on les a placés sous la poule pour qu'elle les couvre. Dans les deux cas, on a l'attention de la personne et qu'on ne pourra plus les manger puisque le grain de blé est destiné à devenir une plante et l'œuf à devenir un poussin. Quel est le din par rapport au Shabbat? Qu'il est le Rabbi Shimon Mouktsé? Est-ce qu'on va dire que quand est-ce que Rabbi Shimon ne tient pas le principe de Mouktsé, donc permet de déplacer les différents objets? C'est seulement dans un cas où il n'a pas fait un acte direct qui prouve qu'il n'en veut plus. Mais dans un cas comme le nôtre, où il l'a fait par une action explicite, il a prouvé que son intention est de ne plus les considérer comme des aliments, dans ce cas-là, il considérera que c'est Mouktsé. Odil Maloshna, ou bien peut-être il ne fait pas de différence. Donc la question elle est, on sait que Rabbi Shimon il est coulant en matière de Mouktsé, et la question est de savoir est-ce que le fait d'avoir, quand on a un aliment que l'on a destiné clairement par une action précise à lui faire sortir de son catégorie d'aliments, est-ce que ça le rend Mouktsé ou pas? Oui. Voyons la réponse. La réponse de Rabbi Yochanan à Resh Lakish. Amarle, il lui a dit El Mouktsé le Rabbi Shimon Ela Shemen Shebener Besha Sheudolek. Sous-entendu, ce n'est pas Mouktsé, ça ne sera pas Mouktsé dans ton cas. Il pourra récupérer le grain de blé en cas de changement de programme, et de la même façon pour l'œuf, s'il décide finalement de le consommer tout de suite. Ça n'est pas Mouktsé pour Rabbi Shimon. Pourquoi? Parce que le seul cas de Mouktsé pour Rabbi Shimon, c'est le cas qu'on avait étudié précédemment, et c'est pour ça qu'on parle de ça ici, de l'huile qui se trouve dans la lampe le jour du Shabbat, le vendredi soir, Besha Sheudolek, et uniquement là cette huile qui se trouve dans la lampe ou qui a fui de la lampe, comme Tosot l'avait dit, elle est Mouktsé pendant tout le temps où la lampe est encore allumée. Ho'il ve'uktsa le mitzvato ve'uktsa le isuro, étant donné qu'il y a ici un double Mouktsé, que l'huile a été réservée d'une part à une mitzvah, la mitzvah de Ner Shabbat, que d'autre part, l'huile ne peut pas être enlevée parce que si on l'enlève, on la sort de la lampe, on entraîne une extinction. Donc ça s'appelle Mouktsé le Issour. C'est interdit de le déplacer du fait de l'interdit de Shabbati qui pèse dessus. Donc dans le cas de Shemen Shebener, alors là oui, mais hors Shemen Shebener, il n'y a pas de Mouktsé. Et donc ça c'est pas, dans le cas qui nous concerne, on n'a pas de Mouktsé le mitzvah. On n'a même pas non plus Mouktsé de Issour, on n'a rien du tout. Donc les deux paramètres, les deux critères sont absents. Donc il n'y a pas de raison de déclarer Mouktsé. Voilà où nous sommes restés la dernière fois. Alors on avait dit, Tosot avait dit, mais il y a un autre cas qui est reconnu comme étant un exemple où Rabbi Shimon reconnaît que c'est Mouktsé, c'est gros grottes de Tzimoukim. Et Tosot a répondu, oui, mais là-bas, la problématique est complètement différente. Là-bas, on parle de quelque chose qui n'est pour l'instant pas apte à être consommé. Alors, nous, on parle de quelque chose qui est pour l'instant apte à être consommé, mais que par la suite, par l'acte qu'on va faire, et par la suite, si cet acte va jusqu'au bout de notre pensée, deviendra inapte. Comme l'huile qui pour l'instant est apte, mais si on la laisse brûler, il n'y en aura plus à la fin. Donc c'est dans ce cadre-là, dans ce contexte d'un aliment qui pour l'instant est consommable et utilisable
et qui risque de ne plus le devenir, c'est là qu'on dit que le seul cas où Rabbi Shimon dirait que c'est Mouktsé, c'est lorsqu'il y a Mouktsé de Issour et Mouktsé de Mitzvah. Mouktsé de Mitzvah, Mouktsé de Issour. Donc on a corrigé nous on a ou il Mouktsé le Mitzvato, ou Mouktsé le Issouro, il faut corriger ou il Mouktsé le Mitzvato, ve Mouktsé le Issouro. Et là, la Gemara remet en question, elle se pose la question, elle dit Veletle Mouktsé le Mitzvato. Quoi, Rabbi Shimon ne tient pas Mouktsé le Mitzvato? Mais a priori, quand on voit ça la première fois, on dit, mais on vient de dire le contraire. Oui. Qu'est-ce que la Gemara dit quoi? Il n'est pas Mouktsé le Mitzvato? Mais si, on vient de dire que dans Shemen Shebener, c'est Mouktsé le Mitzvah, c'est pour ça que c'est Assour. Pourquoi la Gemara a compris le contraire? Regardons Rashi. On peut refaire, si vous voulez, les deux Rashi précédents parce qu'ils sont courts. Oil Mouktsé le Mitzvato. Donc, dans le cas du Shemen Shebener, c'est Mouktsé le mitzvah, c'est quoi la mitzvah? Le Shabbat. C'est d'accord que le Rashi est court. Ve'uktsa le Issouro, c'est quoi le Issour? Issour Kiboui. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Ensuite, la Gemara, elle demande Ve'uktsa le mitzvato letle bitmiya. Donc, il faut le lire interrogativement, c'est ce que j'ai fait. Alors maintenant, la question, mais c'est quoi la question? De Kassal Kadat, parce qu'à ce stade, la Gemara a compris Shemen Shebener Dafka Kama. Que lorsque Rabbi Yochanan a dit Ne Mouktsé pour Rabbi Shimon que le cas de Shemen Shebener, c'était Dafka, c'est-à-dire intentionnel et strictement cela, au pied de la lettre. C'est-à-dire Shemen Shebener. Pourquoi cet exemple de Shemen Shebener? Il aurait pu y en avoir d'autres. Quand on a pris Shemen Shebener, des Ikatarte. Parce que là, dans Shemen Shebener, il y a deux arguments cumulés pour rendre Mouktsé, à savoir Mouktsé le mitzvah ou Mouktsé kol, il n'y a pas Yachel, mais il faut corriger, Mouktsé kol sha'ad de l'ekato, mishum isou kiboui. Et donc d'une part c'est réservé pour la mitzvah de Shabbat, et en plus c'est aussi réservé pendant tout le temps où la lumière est allumée, du fait de l'interdit d'extinction. Ce qui laisse entendre, aval Mouktsé le mitzvah greida, que si on trouve un exemple, et on en trouvera, rassurez-vous, où on aurait un Mouktsé, mais qui serait seulement Mouktsé lié à une mitzvah, mais pas à un Issour, lo asar, dans ce cas-là, ça laisserait entendre que Rabbi Shimon n'a pas interdit, filou beshat ha mitzvah, même au moment où la mitzvah est encore en cours, à court. Et donc c'est ça la question. Donc la question est, comment faut-il comprendre quand on a dit Uktse le Issouro? Non, quand on a dit oh il veut Uktse le mitzvato, veut Uktse le Issouro. Est-ce que le vav ici est un vav conjonctif ou un vav disjonctif? En d'autres termes, faut-il le traduire par et ou par ou? Est-ce qu'il faut dire dans Shemen Shebener c'est Mouktsé parce que d'une part c'est Mouktsé la mitzvah, et cet argument en soi suffirait. Et puis à part ça aussi, il y a aussi un autre argument qui se suffirait en soi. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut comprendre? Ou est-ce qu'il faut comprendre parce qu'il y a les deux arguments cumulés? Le fait qu'on a pris l'exemple de Shemen Shebener, alors qu'on aurait pu trouver des exemples où il y a un Mouktsé de mitzvah sans qu'il y ait de Mouktsé de Issour, laisse entendre qu'il faut les deux paramètres. Et c'est ça que la Gemara remet en question, c'est ça qu'elle veut affiner. Quand Rabbi Yochanan a dit que Shemen Shebener, est-ce qu'il voudrait dire qu'il faut, pour rendre Mouktsé selon Rabbi Shimon, qu'on trouve les deux arguments ensemble, à la fois Mouktsé à cause de la mitzvah et Mouktsé par cause du Issour. Mais si je trouve un exemple de Mouktsé de mitzvah et pas Mouktsé de Issour, ça serait permis. Parce que c'est ça comme ça que la Gemara a compris. Et elle va s'étonner, elle va nous démontrer qu'il y a Mouktsé de mitzvah sans Mouktsé de Issour, ou Rabbi Shimon rend Mouktsé quand même. Voilà la démarche de la Sougia. C'est clair? Donc on revient à la Gemara. Donc on lui dit, il faut bien lire interrogativement, on veut l'etle ou Mouktsé le mitzvato. Est-ce que vraiment Rabbi Shimon, il ne tient pas que si un aliment est seulement réservé pour une mitzvah et pas à cause d'un issour, que dans ce cas-là, ça ne serait pas Mouktsé? Vatanya, et pourtant, nous avons étudié dans une baraïta le din suivant.
Donc, où est cette braïta? Si vous regardez dans la Masoret Hachas, on vous signale que ça vient d'une Tosefta dans le traité de Souka, au chapitre 1. Donc, on parle d'une Souka de Soukot, Soukat Mitzvah. Sikecha keilchata. S'il a recouvert la Souka comme il se doit, c'est-à-dire avec une couverture, un srach, kasher, ve'itera Bekramim ou bisdinim ametsuyarim. Et il l'a décoré, il l'a paré, cette souka, avec des kramim. Kramim, c'est pas un terme très connu, on va voir dans Rashi. Sedinim, c'est déjà plus connu, c'est des draps. Ametsuyarim, apparemment, on va traduire par coloré, sur lequel qui porte des dessins, siour. En fait, on va dans Rashi, c'est pas exactement ça. On va regarder dans Rashi. Vatania. Pourtant, il y a une braïta qui dit Sikecha la souka. Rashi vient simplement préciser pour ceux qui l'auraient pas compris que le hey Sikecha, qui est un pronom personnel complément de Siker, désigne ici la souka de Sukkot. Kramim bigdet sivonim. Ce sont des tissus colorés, bariolés. Donc ce que nous on avait pensé traduire les sadinim à Metsuyarim, Rachid dit que ça c'est les kramim. Donc les kramim c'est des tissus bariolés. Chez Corinne, Ovrez, ça n'existe plus aujourd'hui. O-V-R-E-Z. Ce sont des étoffes ornées de dessins et de couleurs, en vieux français. Ovrez. Et alors dans ce cas-là, qu'est-ce que c'est Sadinim Ametsuyarim? Quelle est la différence? Rachid dit rien chez nous. Mais ça avait déjà été cité, cette Gemara, elle a déjà été citée dans la Masoret Hachas, plus haut d'Afkaf Bet Amud Aleph. Peut-être que Rachid avait déjà expliqué d'Afkaf Bet Amud Aleph. Qu'est-ce qu'il avait dit là-bas? Non, il ne savait pas beaucoup, d'après ce que j'ai sans vérifier, mais a priori, ça n'avait pas beaucoup changé. Il avait dit sur Kramim, il avait que commenté Kramim, et il avait dit Yoriot Shel Tzvaim, donc ça correspond à la même chose, mais il n'avait pas plus expliqué Sadinim Ametsuyarim. Par contre, dans Betsa, parce que c'est rapporté aussi dans Betsa, il dit que Sadinim, c'est Levanim Shel Pishtan, donc ce sont des draps en lin. Hametsuyarin, alors il explique Metsuyarin chez Tsuratan Boletet, c'est-à-dire ça vient de Tsura, et ça veut dire que dont la forme fait saillie en relief. Kogon Masé Rokem, comme de la broderie. O Masé Oreg, ou par du tissage. C'est-à-dire qu'il y a deux manières en fait de faire des tissus colorés. Vous prenez un tissu blanc et vous peignez par-dessus, ou alors vous brodez, ou alors vous tissez avec des tissus de couleurs, avec des fils de couleurs différentes, et vous faites des motifs. C'est plus compliqué à faire, mais enfin les professionnels peuvent le faire. Dans le tissu lui-même, comme les fils sont différents, donc ça donne des couleurs différentes. Donc il semblerait que Kramim c'est peint et Metsuyarim, Sadinim Metsuyarim, c'est ou brodé ou tissé. Maintenant il y a d'autres rachis qui laissent entendre que Kramim et Levanim et Metsuyarim seraient en facteur commun. Il y aurait Kramim Metsuyarim et Levanim et Sadinim, et tout serait Metsuyarim. Mais ce n'est pas Mashma de Rashi chez nous, puisque Rashi dans Kramim tout seul dit déjà que dans Kramim il y a déjà la notion de Tsavoua dedans. Donc voilà comment je propose d'expliquer. Enfin, de toute façon, sur le sens général, ça n'a vraiment pas d'implication, mais c'est juste pour la traduction des mots. Donc Kramim, ça serait plutôt des tissus sur lesquels on a peint, et Sadinim et Metsuyarim, c'est des tissus brodés ou tissés. Et donc on a paré la souka avec cela, comme on a l'habitude de faire aujourd'hui, de mettre des tentures dans la souka sur les murs. Vetalaba,
et on a suspendu, ce qu'on a aussi l'habitude de faire aujourd'hui, égosine, des noix, afarsekin. C'est quoi afarsekin? En hébreu moderne, c'est des pêches. On va regarder Rashi, afarsekin, persiki belaz, c'est en fait perche, P-E-R-S-C-H-E-S, sachant que le CH ça disait que au Moyen-Âge, donc ça fait persk. Et persk, c'était comme ça qu'on disait les pêches à l'époque. C'est peut-être pour ça qu'il y a l'accent circonflexe aujourd'hui sur le E, qui fait référence à tout ce qui est tombé entre-temps. RCH, RSCH est tombé, et le CH est resté. Le RSC est parti. Le RS est parti. Et ça donne les pêches. En tout cas, c'est bien les pêches, c'est bien ça. Donc, on continue. Qu'est-ce qu'on met encore dans la souka pour faire beau? Shkedim, des amandes. Rimonim, des grenades. Afarkele chez l'anavim. Anavim, c'est des raisins, donc on peut imaginer qu'afarkele, c'est des grappes de raisins. Vatarot chez Chibolim, des couronnes faites avec des épis tressés. Yenot, shmanim ou slatot, du vin, de l'huile et de la farine. Mais comment on accroche le vin, l'huile et la farine dans la souka? Regardez Rashi. Yenot, shmanim, bekles kuchit. On met ça dans des petits bocaux en verre. Dans la souka de mon grand-père, on avait des petits bocaux en verre. Avec sur l'un, il y avait Riyaïn, sur l'autre, il y avait Shemen, et sur l'autre, il y avait Solet. Alors, j'ai une question sur Rashi. Pourquoi Rashi, il dit son commentaire que sur Yaïn et Shemen, et pas sur Solet? Et la question se posait aussi sur Solet. Alors, pourquoi il prend que les liquides? Réponse, parce que pour la farine, on n'est pas obligé de prendre des ustensiles en verre. On peut prendre des sachets. On peut mettre ça dans un sachet. Alors que le liquide, si vous mettez dans un sachet, ça va couler. Donc c'est pour ça que Rashi, son problème était plus spécifiquement pour le vin et l'huile, qui sont liquides. Donc jusqu'à aujourd'hui, on a ce minag-là, de parer la souka avec tout cela. Alors, tout ça, on a description de la souka. Maintenant, c'est quoi la halacha? Pourquoi on nous enseigne tout ça? On arrive à la halacha. Assour l'istapek me'eh. Il est interdit de les utiliser, de s'en servir. De tout ce qu'on a dit là, vous ne pouvez pas récupérer les draps pour en faire un autre usage, vous ne pouvez pas prendre les noix, les pêches pour les manger, ni la farine, ni l'huile, etc., etc. Assour l'istapek me'eh. Il est interdit de s'en servir ad motsa'e yom tov acharon, jusqu'à la sortie du dernier Yom Tov. C'est quoi le dernier Yom Tov? Alors, si on est en Eretz Israël, Simchat Torah et Shmini Atzeret, c'est la même chose. Mais si on est en Babylonie, en Chutz La'aretz, on fait 2 jours, Yom Tov Acharon, ça désigne Simchat Torah. Donc le fait qu'on a dit Yom Tov Acharon laisse plutôt entendre on parle de Chutz La'aretz où il y aurait 2 jours. Bien que la Braïta elle est enseignée en Eretz Israël. Ça veut dire pendant tout Sukkot. C'est Moukhtse. Même pendant Chol HaMoed. Bravo, c'est très bien. Vous allez voir dans Rashi va le dire aussi. C'est très juste, c'est d'ailleurs la halacha. Par contre, la Mishnah continue et dit Ve'imitna aleen akol le fitnao. Par contre, au moment, avant de les installer, il a fait un tnaï, enfin en hébreu, mais comment on traduit ça en français? Il a stipulé une condition, c'est-à-dire une réserve en disant je le mets, mais je garde la possibilité de le réutiliser en cas de besoin. Akol le fitnao. Donc le tnaï a la possibilité d'empêcher le mouktsé de prendre effet. Il ne prendra effet que dans le cadre du tnaï. Le deux, mon général. Alors, regardons Rashi. Parce que, et là, sous-entendu, la question est finie. Nous, on n'a pas vu de question.
Où est le problème ici? Comment vous avez traduit l'istapek? Se servir. L'istapek, ça veut dire se servir. Ah oui, vous avez entièrement raison. Le mouktsé dont on est question ici, c'est pas un mouktsé de déplacement. Vous avez, ça c'est bien ce que vous dites, j'aurais dû le préciser. On a dit que c'est mouktsé même à Chol HaMoed. Mais il y a deux types de mouktsé, et il y aura une différence entre Shabbat Yom Tov d'un côté et Chol HaMoed de l'autre. Shabbat et Chol HaMoed, non seulement on n'a pas le droit de les utiliser, mais comme on n'a pas le droit de les utiliser, on n'a pas le droit non plus de les déplacer. Donc ça sera Shabbat Chol HaMoed par exemple, on n'aura pas le droit de le déplacer. Shabbat Chol HaMoed et Yom Tov, comme on n'a pas le droit de l'utiliser, donc ça ne sert à rien, donc on n'a pas le droit de les déplacer. Mais à Chol HaMoed, il n'y a pas d'interdiction de déplacer de mouktsé, on peut déplacer tout ce qui est mouktsé. Donc la seule interdiction qu'il y a, c'est l'interdiction de Hana'a, donc l'istapek. C'est pour ça que la Braïta qui parle de la sur l'istapek, elle va sur tout Yom Tov. Elle couvre tout Yom Tov. C'est pour ça qu'elle dit sur l'istapek, elle ne dit pas sur le Taltel. Sur le Taltel, ce serait que Shabbat et Yom Tov. C'est bien d'avoir précisé ce point. Alors revenons à notre Rashi pour comprendre la question. Ad Motzei Yom Tov Acharon, Ve'acha Muktzeh le mitzvah Ika. Muktzeh de Isur Leka. Voilà la question. Ici, on voit qu'il y a un digne de Muktzeh. Et pourtant, le Muktzeh, qu'est-ce qui motive le Muktzeh ici? Quel critère de Muktzeh on a ici? La mitzvah. Oui. La mitzvah de Soukha, parce que c'est une mitzvah d'embellir la Soukha. Et tout ce qui est consacré à la Soukha, donc, fait partie de la mitzvah. Et à ce titre, devient Muktzeh. Mais il n'y a pas de Muktzeh de Isur. Si on enlève les noisettes on les décroche du toit, on ne fait aucun issour. Il y a aucun, par les 39 melachot, il n'y a aucune melacha qui est considérée. Et quand même, on voit que c'est mouktsé. Donc, tu vois, tu me dis que pour Rabbi Shimon, n'est mouktsé que Shemen Shebener, parce que Shemen Shebener, il y a les deux conditions. Tu aurais dû dire et Gozim Shel Souka. Et là, on aurait compris qu'il y a que même une condition suffit. C'est ça le problème. Voilà la question. Clair? Maintenant, il y a la fin de Rashi est compliquée. Regardez la suite de Rashi. Donc, il dit Muktzeh de Yisur Leka. Il n'y a pas de Muktzeh de Yisur. De Imishum Stirat Oel. Ah, qu'est-ce que tu voudrais me dire? Mais si, il y a un Yisur. Il y a le Yisur de Stirat Oel, qu'on détruit la tente. Qui matacholo shel moed lishteri. Si c'était. Alors, je suis d'accord qu'il y a bien cet Rachid nous dit oui, c'est vrai, tu as raison. Il y a un Issour Stira. Mais ce Issour Stira, il n'existe que. Les melachot ne sont interdites que le jour de Shabbat et de Yom Tov. Donc, qui matacholo shel moed, lorsque va arriver Chol HaMoed, l'ishteri, ça devrait être permis. Doumia de ner shekava, ça serait comme la lampe qui s'est éteinte. Une fois qu'elle est éteinte, le Issour Kibouy est tombé. Donc là aussi, c'est vrai qu'il y a Issour Stira Toel. Mais le Issour Stira Toel n'existe que Shabbat et Yom Tov. Mais Chol HaMoed, sans Shabbat, il n'y a plus de Issour. C'est comme le ner shekava. Et quand même, on dit que c'est Muktzeh. Donc tu vois bien que même lorsqu'il n'y a pas le Issour Stira Toel et qu'il n'y a que le Muktzeh de mitzvah, c'est quand même Muktzeh. Et toucher simplement à une décoration, ça s'appellerait Stira Toel? Mais non, c'est ça qu'on ne comprend pas. C'est pour ça que j'ai dit que le Rashi est compliqué. Le Drouj, le Chidouj de Rabbi Akiva Eiger, il dit mais je ne comprends pas qu'est-ce que Rashi dit. Dans tout ce qu'on a, dans tous les exemples qui ont été donnés, il n'y a pas de Stira Toel. Stira Toel, c'est quand soit on casse le mur, soit on casse le toit. On n'a pas touché ni au mur ni au toit. Donc il n'y a pas de Stira Toel. Qu'est-ce qu'il veut Rashi? Je crois que c'est considéré comme intégré à la construction. Mais non, c'est pas intégré à la construction. C'est pas dans la halacha, c'est pas comme ça. Dans le Shabbat, un jour de Shabbat, vous avez, s'il y a une tenture au mur, vous l'enlevez. Alors c'est Muktzeh. Je ne dis pas qu'elle est Muktzeh parce qu'elle n'a pas, mais il n'y a pas de Issour Stira. Pareil, s'il y a quelque chose au plafond, on enlève, on a accroché quelque chose au plafond, on le décroche du plafond, il n'y a pas d'Issour Stira. Le plafond est toujours là. Donc c'est la question de Rabbi Akiva Eiger. Alors on verra. Le recherche a une très bonne réponse, mais pour la comprendre, il faut aller plus loin. Donc on va rester avec la question, on la met en veilleuse. Pour l'instant, on ne comprend pas ce Rashi. D'accord? Il y a un Tosfot
Ou alors peut-être on va faire le Tosfot un peu plus tard. Il vaut mieux. On va continuer la Gemara. Donc la question, elle est... Je pensais qu'un d'entre vous allait poser une question sur la question. Donc la question, elle est, regarde, comment tu peux dire que Rabbi Shimon, il exige les deux conditions? Voilà, ici, il n'y a qu'une seule condition et c'est interdit. Ça ne vous fait pas... Il n'y a personne qui réagit. Bon, alors on va voir la Gemara. La Gemara, elle réagit. Humimaï de Rabbi Shimon, qui te dit que cette braïta, elle va comme Rabbi Shimon? Nous, ce qu'on a dit, c'est d'après Rabbi Shimon. D'après Rabbi Yehuda qui est marqueur dans Moukhtse, évidemment qu'on n'a pas besoin de plusieurs. C'est seulement pour Rabbi Shimon qui est Mekil. Tu m'amènes une braïta, elle n'est pas signée. Mimaï de Rabbi Shimon. Je pensais que vous alliez poser la question vous-même, c'est une question évidente. Et d'ailleurs, alors Rashi nous dit, alors maintenant, on va voir Rashi. Veha mimaï de Rabbi Shimoni, et cela, d'où sais-je que c'est Rabbi Shimon? De motvina lachmine, pour que je t'objecte à partir de ce texte. Qu'est-ce qu'on voit dans ce Rashi que je n'ai pas bien traduit? Moi, j'ai traduit comme si c'était la Gemara qui contre-attaquait, en disant, mais d'où tu sais que... Et Rashi dit non, puisque moi qui te fais cette objection, d'où sais-je que... Donc c'est une question qui est tellement évidente que c'est pas possible qu'il ait dit ça et se soit arrêté. Non, c'est celui qui est en train de poser sa question qui développe ses arguments. Donc c'est pour ça que Rachid dit Motvina, vous avez vu Motvina là, moi qui t'objecte à partir de cette braïta, Motvina c'est moi qui t'objecte à toi à partir de cette braïta, Mimaï, d'où je sais. J'anticipe la question parce qu'évidemment ma démonstration n'est pas finie, je ne peux pas m'arrêter là. C'est pour ça que Rashi facilite les choses en disant, en fait, il ne faut pas faire comme que tout d'un coup la Gemara dit, mais je ne comprends pas, et puis il faut apporter la réponse. Mais non, c'est la démonstration qui se déroule. Voilà le petit ajout que Rashi apporte pour la fluidité du texte. Alors, donc, on va retraduire comme Rashi nous l'a dit. Donc, Umimaï, c'est toujours à la suite. Umimaï de Rabbi Shimoni. Et d'où est-ce que je sais que cette braïta, son auteur est bien Rabbi Shimon, ce qui m'autorise à te poser la question, c'est que j'ai un deuxième texte à l'appui, à savoir de Tani, Rabbi Chia bar Yosef, Kamed Rabbi Yochanan. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Tani, Rabbi Chia bar Yosef, Kamed Rabbi Yochanan, de manière générale, au niveau méthodologie, je vous pose la question, c'est ce que je pose souvent aux débutants. Rabbi Chia bar Yosef, c'est un Tana ou c'est un Amora, à votre avis? Pardon? Ah, c'est pas sûr, puisque vous connaissez la règle. Ça peut être un Amora d'Eretz Israël. Donc je vous repose la question, est-ce que c'est un Tana ou un Amora d'Eretz Israël? C'est un Amora d'Eretz Israël. D'où vous savez? Parce qu'il pose la question, Kameh de Rabbi Yochanan, c'est-à-dire qu'il est en dessous, il est l'élève de Rabbi Yochanan. Et Rabbi Yochanan, nous savons déjà qu'il est un Amora, c'est l'Amora de la première génération d'Eretz Israël. Donc Rabbi Chia bar Yosef est un Amora de la seconde génération. Et Tani c'est Braïta. Comment on peut mettre Tani avec un Amora? Il s'appuie sur un film. Il y a un Amora d'Israël. Un Amora, il a beau être d'Eretz Israël, mais c'est un Amora. Un Amora fait les Memrot, un Amora fait pas des Braïtot. Tani c'est une Braïta. Ça va pas ensemble. Si quelqu'un Alors voilà, la réponse est la suivante. Quand on a cette formulation Tani avec un Amora devant un autre Amora qui est le maître, cela veut dire que l'élève est dépositaire d'une citation tanaïtique et il la soumet à son maître pour authentification. C'est ça, Tani Tanakame. J'ai appris, quelqu'un m'a enseigné cette braïta, est-ce qu'elle est juste ou pas? Parce que les braïtot qui n'étaient pas canonisées ni dans une Mishnah, ni dans une Tosefta, elles pouvaient être complètement erronées. N'oublions pas qu'à l'époque, tout se faisait par cœur. Il n'y avait pas de traces écrites. Oui. On n'écrivait pas la Torah. La Torah orale n'avait pas le droit d'être mise par écrit. Donc il y avait des textes, les Amoraïm eux-mêmes ne savaient pas si c'était une bonne braïta ou pas. Il fallait demander au maître un tampon. Et c'est ça que ça veut dire Tani Rabbi Chia devant Rabbi Yochanan. Mais si Rabbi Yochanan apparemment l'a validé, alors automatiquement le texte prend son cachet, sa valeur. Et c'est le cas ici. Donc Rabbi Chia bar Yosef,
a récité devant Rabbi Yochanan la baraïta suivante. Qu'est-ce qu'elle dit cette baraïta? En notlin etzim. Ah, là on parle plus de décoration, on parle du bois de la souka. On n'a pas le droit de retirer le bois de la souka. Ah, ça, là vous vous avancez, hein. Moi je traduis comme c'est écrit. Vous avancez. Je ne sais pas. Moi je préfère rester prudent. On verra. On n'a pas le droit de retirer le bois de la souka, Beyom Tov, le jour de Yom Tov, et la minasamuchla, mais uniquement du bois qui n'est pas partie intégrante de la souka, mais qui est juste à côté de la souka, à samuchla. Rabbi Shimon Matir, Rabbi Shimon lui permet. La braïta n'est pas finie, on va quand même faire Rashi déjà. De Tani Rabbi Chia v'choulé, Rabbi Chia, etc., a enseigné En notlim etzim bepesach v'atzeret. Là, la braïta ne parle pas d'une souka de Sukkot, elle parle d'une cabane. Une cabane, on peut avoir une cabane à Pessah et à Shavuot aussi, et manger dans la cabane. Donc, il y a déjà une machloket entre le Tanakama et Rabbi Shimon. Un jour de Pessah ou un jour de Shavuot, Misuka asuya le tzel. Et on parle d'une souka qui n'est pas faite pour une mitzvah, mais simplement pour faire de l'ombre. Parce que des fois, à Shavuot, il fait très très chaud en Eretz Israël. On est content de pouvoir aller dans le bungalow sous la tonnelle. Va filou naflou. Et même si le bois est tombé, Mishu Muktzeh. Alors Rachid nous dit, mais comment est-ce que ça peut être permis? Comment est-ce que Rabbi Shimon peut permettre? Puisque... De quoi faire? De retirer le bois. Parce qu'on a dit, En notlim etzim. Donc ça peut être ou le bois du haut, du toit, ou le bois du mur. Mais dans les deux cas, ça s'appelle stiratoel. Alors, comment comprendre que Rabbi Shimon permet? Alors, Rachid nous dit, va filou naflou. En fait, on parle du cas où ils sont tombés. C'est-à-dire, il y a un morceau du toit ou un morceau du mur qui est tombé par terre pendant Pessah, pendant Shavuot, pendant Yom Tov. Donc, de stiratoel, il n'y a plus. Puisque ça y est, c'est fini. Mais la stira, la destruction s'est faite toute seule. Mais par contre, il y a un problème de savoir si c'est muktzeh. Parce que tant que ce n'était pas tombé, on n'avait pas le droit de l'enlever, sous peine d'enfreindre l'interdit de destruction. D'accord? Donc, regardons Rashi à nouveau. Va filou naflou, même s'ils sont tombés, sous-entendu, et qu'il n'y a plus l'interdit de destruction, le Tanakama interdit de retirer ces bois, Mishum Muktzeh, au titre de Muktzeh. Pourquoi Muktzeh? De Itkatzai Mechamat Stirato El Beyom Tov. Parce que ce bois avait été rendu Muktzeh à cause de la défense de détruire une tente, c'est-à-dire mur ou plafond, le jour de Yom Tov. Et la Mina Samuchla, on continue Rashi suivant. Et la Mina Samuchla, par contre, la seule chose qu'on a le droit de prendre, c'est du bois qui se trouve juxtaposé. Rashi, Im samach chavilot etzim etzel dofnea. S'il a juxtaposé des fagots de bois à proximité du mur, de la paroi, les kai isur muktzeh. Là, selon le Tanakama, il n'y a pas de défense de muktzeh, donc on peut le prendre. Pour quelle raison? De dater, il avait, mais etmol, le mishkilin ou le machar, parce qu'il peut très bien avoir eu l'intention, depuis la veille, de prendre ses fagots de bois le lendemain, de l'osatarbe ou ahala, puisqu'il n'y a aucune défense de stira ici, puisque c'est à côté. Donc il peut très bien dire, moi les fagots sont là, ils ne servent à rien d'ailleurs, demain j'en ai besoin pour faire du chauffage à Pessah peut-être, et à Shavuot pour une autre raison, donc j'en ai besoin, je les prendrai demain. Et je n'ai pas l'interdit de Stirato Oel, puisque ça ne fait pas partie du Oel. C'est ce que pense Qu'est-ce qu'il pense ça?
Qu'est-ce qu'il va dire Elamina Samukhla, c'est même le Tanakama, qui dit qu'en général c'est interdit, à titre de Moukhtse, mais Mina Samukhla, c'est pas interdit. Bon, jusque là, on n'a pas encore vu la preuve que Rabbi Shimon, c'est lui qui parle dans la braïta précédente. Mais on va terminer le Rashi quand même. Umeach de Tani Rabbi Chia bar Yosef, et en vérité, à partir de cette braïta qui est rapportée par la Mora Rabbi Chia bar Yosef, on aurait très bien pu poser la question d'emblée, depuis le début, puisque donc la question que Rashi se pose, c'est la suivante. Tu m'amènes une braïta, un Tosefta, pour prouver que même lorsqu'il y a une seule condition, Rabbi Shimon interdit. Ensuite, toi-même tu te dis, oui, mais j'ai pas la preuve que cette braïta va comme Rabbi Shimon. Donc du coup, tu es obligé d'amener une deuxième preuve, et là on n'a pas fini la preuve, mais on va arriver. Dans la deuxième, on voit que Rabbi Shimon pense effectivement qu'avec une seule condition, c'est Moukhtse. La question de Rashi, c'est pourquoi tu as amené la première? Elle ne sert à rien la première, amène la deuxième. C'est la deuxième qui est probante. La première, elle prouve rien. Tu es obligé de recourir à la deuxième, alors amène la deuxième. C'est ça la question de Rashi. Il aurait pu, et presque dû, attaquer immédiatement avec celle-là, qui est probante. Et la nichale le otve mimatnita de Rabbi Chia et Rabbi Oshaya. Mais ça lui plaisait, nichale, ça lui plaisait d'apporter une objection à partir de la braïta de Rabbi Chia et Rabbi Oshaya, qui a été enseignée au Bet HaMidrash de Rabbi Chia et de Rabbi Oshaya. Ça veut dire quoi Rabbi Chia, Rabbi Oshaya? On n'a pas parlé d'eux ici. C'est eux qui ont compilé la Tosefta. La Tosefta, ce sont des textes anaïtiques, des braïtot, qui en général traitent des mêmes sujets de la Mishnah, mais qui sont plus explicites et plus longs. Donc Rabbi Yehuda Hanassi avait compilé des textes de braïtot, il en avait fait la Mishnah, il les avait intégrés dans le canon de la Mishnah. Il avait deux élèves principaux, qui s'appelaient Rabbi Chia et Rabbi Oshaya. Et Rabbi Chia et Rabbi Oshaya, ils ont fait un ouvrage collégial, une compilation de braïtot, qui viennent compléter les Mishnayot, ils ont appelé ça Tosefta Augment. Et donc on sait que les braïtot qui sont dans la Tosefta, elles ont un cachet d'authenticité que n'ont pas les autres braïtot. Et c'est ce que dit Rashi à la fin. Donc c'est pour ça que ça lui plaisait quand même d'attaquer à partir de la Tosefta, quitte à dire que de prouver à partir d'une autre braïta que l'auteur de cette Tosefta c'est bien Rabbi Shimon. Mais c'est important quand même de montrer que cette braïta, elle est dans la Tosefta, que d'Amrinan be'alma, comme on dit par ailleurs dans la Gemara, dans Choulin, kol matnita de l'omitne be Rabbi Chia et Rabbi Oshaya vechule, que toute braïta qui n'est pas enseignée dans la Tosefta de Rabbi Chia et Rabbi Oshaya, etc., elle est suspecte d'authenticité. Elle n'est pas claire, il n'est pas certain qu'elle soit exacte. C'est pour ça que c'est important de. À Rabbi Yochanan, elle n'est pas non plus. C'est pour ça qu'il a dit je préfère apporter la Tosefta. Donc le texte existe, et maintenant la deuxième va pouvoir simplement nous dire que c'est bien Rabbi Shimon l'auteur. J'ai pas compris. On est passé du registre de la première braïta sur Sukkot. Oui. Oui. Et là, on parle du Sra. Oui, mais le Sra de la Soukha, là. De la Soukha de Pessah et de Shavua. Donc pour l'instant, on n'a rien vu encore. Il faut continuer. La braïta n'est pas finie. Rashi a un petit peu anticipé là. Il aurait mieux fait peut-être. Le statut n'est pas le même. Non, nous on recherche. Qu'est-ce qu'on est en train de chercher? On est en train de chercher un mouktsé de mitzvah. Et on a pris jusqu'à présent un cas de Soukha le Tzel, où la Soukha ne sert qu'à faire de l'ombre. Donc il n'y a pas de mitzvah. La seule chose qu'on peut trouver, c'est un Issour, l'Issour Stira. Là, avant, il n'y avait pas d'Issour Stira, dans les mois, il n'y avait pas d'Issour Stira. Là, dans le bois, il peut y avoir un Issour Stira. Si c'est dans le mur même, ou dans le toit même, là, il va y avoir un Issour Stira. Mais nous, on ne cherche pas un Issour Stira, on cherche un Mouktsé Makvat Mitzvah. Donc, on n'a pas encore vu la preuve que la Braïta de la Tosefta, son auteur est Rabbi Shimon, il ne parle pas de la même chose. Et d'ailleurs, la Braïta de la Tosefta, elle interdit
Et là, elle permet. Donc, Rabbi Shimon m'attire. Ça n'a aucun rapport. Il faut continuer. Donc, on poursuit. Alors, je relis la Braïta dans son intégralité. En notlinetzi minasuka beyom tov et la minasamuchla Rabbi Shimon m'attire. Donc, s'agissant d'une souka qui n'est pas une souka de mitzvah, le Tanakama pense qu'on ne peut pas retirer le bois, même s'il est tombé, sauf si c'était du bois juxtaposé à la souka, mais non pas faisant partie de la souka. Rabbi Shimon, lui, ça ne le dérange pas, il permet. Pourquoi il permet Rabbi Shimon? Parce que lui, il ne connaît pas Mouktsé Marpat Issour. Tant que le Issour est là, c'est Assour. Une fois que le Issour s'arrête, c'est permis, comme pour le nerf chez Kava. Une fois que le nerf s'est éteint, on peut récupérer l'huile. Donc Rabbi Shimon, il est cohérent avec lui-même. Ah d'ailleurs, Rashi le dit, regardez, le Rabbi Shimon m'attire, Imnafla, toujours dans le cas évidemment où c'est tombé, de l'etle Mouktsé, parce que lui, il ne tient pas Mouktsé. Vachimuk minan leva seret betza. D'ailleurs, la Gemara dans la seret betza, dans le traité betza, elle explique clairement cela. Que du moment que c'est tombé, c'est quoi Nafla ici? C'est les Etzim. Je ne sais pas pourquoi il a mis un féminin, il aurait mieux fait de dire un pluriel. Mais enfin bon, on comprend que ça va sur quelque chose qui est tombé, parce que tant que ce n'est pas tombé, il y a Issour Stira. Une fois que le Issour Stira n'existe plus, il n'y a plus de Mouktsé pour Rabbi Shimon. Il s'agit de Shabbat ici. Pardon? Il s'agit de Shabbat. Non, on a dit que c'était Pessah et Atzeret. Parce que pour brûler, un jour de Yom Tov, on peut brûler à partir d'une flamme. Quoi, qui parle de brûler ici? On parle du bois. On parle de retirer le bois de la souka. On ne parle pas de brûler. Mais effectivement, s'il a envie de prendre le bois, c'est bien pour brûler. Pourquoi il va prendre? Qu'est-ce qu'il a besoin de faire du bois? On dit qu'il va. C'est Pessah et Shavuot, il veut prendre le bois. Qu'est-ce qu'il va faire du bois? Alors il va faire des grillades, bien sûr. C'est pour faire des grillades. Donc Dafka, c'est pas Shabbat, c'est Yom Tov, mais c'est pas Shabbat. Alors, on continue à la Braïta qui dit Veshavin. Ah, ça veut dire quoi Veshavin? Ils se rejoignent. Les auteurs qui ont divergé jusqu'à présent, à savoir Tanakama et Rabbi Shimon, l'un interdit et l'autre a permis, mais Veshavin, ils sont d'accord. Ils se rejoignent, s'alignent l'un sur l'autre. Dans quel cas? Besoukat achag bechag shei asura. Que, par contre, s'agissant d'une souka, chag, c'est quoi chag? C'est Sukkot. Quand on parle de chag c'est Sukkot. Dans l'hébreu mishnaïque. Atzeret, c'est Shavuot, et chag, c'est Sukkot. Donc, s'il s'agit d'une souka de Sukkot, Bechag, et qu'on est pendant Sukkot, chez Asura, là, tout le monde est d'accord. Donc, même Rabbi Shimon, qui était matir, il va reconnaître que c'est Assour. Que quoi est Assour? De prendre le bois, même si ce bois est tombé, qu'il n'y a plus de Issour Stira, il dira que c'est Assour. Pourquoi c'est Assour? Il n'y a pas de Issour, il n'y a pas de Mitzvah Pat Issour. Pourquoi c'est Assour? Parce que c'était Mouktsé la mitzvah. Et là, on voit qu'un exemple de Mouktsé la mitzvah sans Mouktsé de Issour, c'est une seule condition. Rabbi Shimon, Yashavin, donc il est dedans, il interdit. Donc cette braïta-là, elle est probante. Et elle nous permet de dire que la braïta précédente, elle est aussi d'après Rabbi Shimon. Alors Rashi, Veshavin, Besukat achag, bechag, chez Uktsa le mitzvata, qui a donc été destiné à la mitzvah de Sukkot, de mitzvata kol shiva, parce que cette mitzvah elle dure pendant tous les 7 jours. Alma, donc kol sha'at mitzvata, on voit que pendant tout le temps que dure la mitzvah, noeg muktse shela, dure également, à court, s'applique le din de muktse. Va faire gaffe de l'écaille sur stira, alors qu'il n'y a pas le moindre interdit de stira. C'est ça l'objection que la Gemara fait à Rabbi Yochanan. Comment Rabbi Yochanan a pu dire que selon Rabbi Shimon, il n'y a que Shemen Shebener qui est Mouktsé, sous-entendu qu'il a besoin des deux conditions. Voilà que dans le cas de Sukkot Achag Bechag, où il n'y a pas le Issour Stira, il y a seulement le Issour Mouktsé, et on a vu que Rabbi Shimon interdit.
Maintenant, nous avons la réponse à la question que Rabbi Akiva avait soulevée sur le Rashi précédent. Alors revenons sur le Rashi d'Ibur Amatril, Ad Motzei Yom Tov Acharon. C'était sur la Tosefta, qui parlait de Egozim, etc. Alors, relisons ce Rashi. Rashi est dit, Acha Muktzeh le mitzvah Ika, Muktzeh de Issour Leka. Voilà un exemple où il y a un Issour de Muktzeh, mais il n'y a pas Issour de... Il y a un Muktzeh de mitzvah, il n'y a pas Muktzeh de Issour. Pourquoi il n'y a pas un Muktzeh de Issour? De Imishum Stiratoel, qu'est-ce que tu voudrais me dire qu'il y a Stiratoel? Mais à Chol HaMoed, il n'y a pas Stiratoel. Doumia de Ner Shekava. On a vu que Rabbi Akiva a dit, mais de quoi il parle Rashi? Il n'y a pas de Stiratoel ici. Il n'y a pas de Stiratoel puisque on parle de tentures, on parle de fruits qui sont accrochés, il n'y a pas de Stiratoel. Alors maintenant, le recherche il dit, oui c'est vrai, à ce stade-là il n'y avait pas. Mais maintenant qu'on a apporté la preuve à partir de la deuxième braïta, et on dit que la deuxième braïta, elle révèle ce que pense la première braïta. En fait, ils disent toutes les deux la même chose. Alors donc, dans la deuxième braïta, on a aussi parlé de Etzim. Et on dit que dans Etzim, la Gemara dit, regarde dans Etzim, une fois que c'est tombé, il n'y a plus le Issour Stira, il y a seulement le Issour Muktzeh, et donc tu vois que c'est quand même Muktzeh. Oui, mais alors là, il y avait les deux critères. C'est exactement comme le ner, finalement. Il y a d'une part un Muktzeh de mitzvah, et il y avait aussi un Muktzeh de Issour au départ. Donc, qu'est-ce que tu prouves? C'est exactement la même chose. Tu veux me prouver que lorsque je n'ai que le Issour Muktzeh, sans le Muktzeh de Issour, Rabbi Shimon il interdit. Mais Rabbi Shimon il a parlé des Etzim. Si on ne parle pas des Etzim, alors Bichlal, on ne sait même pas que la Braïta, si on ne parle pas de Etzim, la Braïta précédente, on ne sait même pas que c'est Rabbi Shimon qui en parle. Donc pour dire que c'est Rabbi Shimon qui en parle, il faut prendre la deuxième Braïta qui parle des Etzim. Donc c'est celle-là la preuve. Mais dans les Etzim, on a les deux conditions. Puisque tant que les Etzim ne sont pas tombés, c'était Issour Stira. C'est comme l'huile, tant qu'elle n'est pas éteinte, elle est Asura Meshum Kibouy. Donc il y a Uktzeh les mitzvahs et Uktzeh les Issour. Alors, où est ta question? C'est ça la question que Rashi s'est posée. Il aurait pu attendre pour la poser un peu plus loin. Mais comme finalement, on est en train de mixer les deux braïtot et de dire que l'une et l'autre parlent de la même chose, elles sont le même auteur, elles disent le même guide, Rashi a tout de suite posé la question. Et quelle est la réponse de Rashi? Quelle va être la réponse de Rashi en disant, mais alors quelle est ta preuve? Il y a les deux. Et Rashi répond, non, Chol HaMoed, il n'y a pas les deux. À Chol HaMoed, il n'y a pas l'Issour Stira. Donc il n'y a pas. Il n'y a que le Muktzeh de mitzvah. Et quand même, il interdit pendant tout Chol HaMoed aussi. Et ça, c'est la question. Donc, voilà l'explication de... Vous voyez que finalement, tout s'est résolu. Alors, je propose maintenant de... On est arrivé à la question sur Rabbi Yochanan. Il va y avoir une réponse. Je propose, avant de voir la réponse, d'étudier les Tosfot qui traitent des sujets que nous avons étudiés jusque-là. Donc, on a un premier Tosfot, Ad Motzei Yom Tov Acharon Shel Chag. Vous l'avez? Donc ça, c'était la Tosefta qui disait que les noix, les pêches, les amandes, etc., on n'a pas le droit de s'en servir jusqu'à la sortie du dernier jour de Sukkot, que nous avons identifié plutôt à Simchat Torah. Tosfot aussi l'assimile à Simchat Torah. Iksha Rabbeinu Tam. Et du coup, Rabbeinu Tam, il a un problème. B'Yom Tov Acharon, le dernier jour de Yom Tov, c'est-à-dire Simchat Torah. Pourquoi c'est assour? De lo asar ela mita'am migou de itkatzai benashmashot mechamat yom she'avar. Ça, je traduis et ensuite je vais expliquer. Le muktzeh du dernier jour n'est interdit que en appliquant le principe que, étant donné que ces fruits étaient muktzeh au crépuscule
à l'entrée du dernier jour à cause du jour précédent. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire à cause du jour précédent? Lui, jusqu'à présent, le migou de Hitkatsai que nous avons vu, que Rabbi Shimon ne tient pas. Hein, on a dit que Rabbi Shimon ne tient pas migou de Hitkatsai. Mais nous, notre halakha, c'est comme Rabbi Yehuda, migou de Hitkatsai ben Hashmashot, Hitkatsai le Kuleyoma. C'est quoi le cas c'est quoi migou de Hitkatsai? Si quelque chose était mouktsé à l'entrée du Shabbat, pendant ben Hashmashot, même si ensuite le mouktsé a disparu, la chose reste mouktsé jusqu'à la fin du Shabbat. Parce qu'elle était mouktsé au crépuscule. Du vendredi. Le crépuscule du vendredi. Le crépuscule, quel est son statut à l'Afrique? Nous l'avions étudié dans le deuxième pérec de Shabbat. Ça fait Kiyom, ça fait Klaïla. Donc on ne sait pas si c'est jour ou si c'est nuit. Si c'est jour, ça doit être mouktsé? Ben non, si c'est jour, c'est encore vendredi. Vendredi, il n'y a pas mouktsé. Donc, quand est-ce qu'on a, quand on a appliqué, jusqu'à présent, chaque fois qu'on a appliqué Migoudit Katsai, dans le Ben Hashmashot, c'est parce que, à cause du Safek Laïla, peut-être qu'il fait déjà nuit, et si c'est déjà nuit, on est déjà rentré dans le Shabbat, et une fois qu'on est rentré dans le Shabbat, ça reste Mouktsé jusqu'au bout. C'est ce que Tosfot appelle Mouktsé de Migoudit Katsai, mais Chamat Yom Haba. C'est à cause du jour qui vient. Ça fait Klaïla. Le Safek Laïla et le jour qui vient. Ça fait que Laïla du jour qui vient. Mais maintenant, analysons. Le Tosfot, je le connais bien parce qu'il est plus explicite dans Souka et dans d'autres endroits. Peut-être même dans le deuxième période de Maliki, on en avait vu aussi, on avait déjà parlé de ça. Comment ça se passe ici? Comment justifier que le Mouktsé de Mitzvah dure jusqu'à Simchat Torah? Parce que Simchat Torah, c'est Shmini Atzeret en hébreu. Disons à partir du 8e jour de la Torah, le 8e jour de Sukkot. Est-ce qu'il y a encore une mitzvah de Souka? Non, c'est fini. Ben c'est fini. En Eretz Israël, on sort de la Souka, on mange à la maison. Donc la mitzvah de Souka, elle prend fin quand? Elle prend fin à Shmini Atzeret. Pardon? C'est Hoshana Rabbah, à la fin de Hoshana Rabbah. Quand Hoshana Rabbah se termine, on rentre dans Shmini Atzeret, il n'y a plus de mitzvah. Est-ce que ce qui a servi à parer la Souka reste Mouktsé à Shmini Atzeret? Disons en Eretz Israël. Oui. Oui, ça reste Mouktsé. Pour quelle raison? Parce que. Ah, quand c'était, on ne savait pas, ça fait qui, on savait pas. Voilà, quand on est rentré dans Ben Hashmashot, est-ce qu'on pouvait le prendre? Non, parce que ça fait Yom. Ça fait Yom. Peut-être que c'était encore Hoshana Rabbah. Et si c'était à la tzad que c'est Hoshana Rabbah, alors je ne pourrais pas le prendre. Donc concrètement, je n'ai pas pu le prendre pendant la période du Ben Hashmashot. Et puis d'un autre côté, Ben Hashmashot, ça peut être aussi la nuit. Donc il s'avère qu'à cause du doute que peut-être c'est le jour, je me le suis interdit, même la nuit. Et à partir du moment où ça s'interdit la nuit, ça reste interdit la journée tout entière. Donc là, ça devient un Migoudit Katsai, non pas Mechamat Yom Haba, Mechamat Yom She'avar. D'accord? Ça, c'est en Eretz Israël. J'ai fait ça, j'ai commencé par Eretz Israël. Maintenant, en Chutz La'aretz, comment ça fonctionne? Shmini Atzeret, la Gemara, elle dit Yituve Yatvinan, Beruch Elam Mevachinan. On continue à manger dans la souka. On continue à manger dans la souka, parce que ça fait Kiyom, ça fait Klaïla. Ça fait Kiyom Tov Rishon, ça fait Kiyom Tov Sheni. Donc peut-être que le Shmini Atzeret, c'est d'après le jeu de Yom Tov Sheni, c'est peut-être Hoshana Rabbah. Donc alors pour le loulav, on n'a pas le droit de faire, parce qu'on sait très bien que Midoraita, c'est Shmini Atzeret. C'est juste une xéra des Rabbanan de faire comme si on ne savait pas que c'était Shmini Atzeret, et on fait semblant de croire que peut-être que c'est Hoshana Rabbah. Alors le loulav qui est mouktsé le jour de Shmini Atzeret, on ne peut pas le faire. Mais manger dans la souka, ça ne mange pas de pain. Donc ça, on peut le faire même à Shmini Atzeret. Donc on reste dans la souka. Puisqu'on reste dans la souka, on considère qu'on a un safek de Hoshana Rabbah. Donc toutes les parures de la souka sont mouktsé de plein droit. Puisqu'on considère que la mitzvah est encore là, midrabanan. Mais quand on arrive à la fin de Shmini Atzeret, au Ben Hashmashot entre Shmini Atzeret et Simchat Torah, là on va faire le même système qu'on avait fait en Eretz Israël.
on va dire, si c'était Simchat Torah, je pourrais l'utiliser maintenant, puisqu'il n'y a plus aucune mitzvah. On sort de la soukha, je dis à Simchat Torah, tout le monde sort de la soukha, c'est évident. Mais comme c'est Ben Hashmashot, et c'est encore Yom, c'est encore le Yom de Shmini Atzeret, et Shmini Atzeret en Chutz Laaretz, on mange dans la soukha, donc c'est encore Moukhtse. Et puisque ça a été Moukhtse, Bachamat Yom She'avar, et que c'était Ben Hashmashot, ça redevient un sourd toute la journée qui suit. C'est ça qui explique que ça reste assourd, la halacha, c'est de la halacha ça, hein, ça reste assourd jusqu'à la fin de Simchat Torah, par le jeu de Ben Hashmashot entre Shmini Atzeret et Simchat Torah. C'est ce que Tosfot appelle Moukhtse Bechamat Yom She'avar. Alors, regardez, on revoit ça dans les mots de Tosfot. Iksha Rabbenuta m'a demandé, Beyom Tov Acharon, le dernier jour de Yom Tov, Simchat Torah, de lo asar, ça n'est interdit, pourquoi? Et la mita miguduit katsai, que parce que c'était Moukhtse, Ben Hashmashot, au crépuscule qui précédait, mais Chamat Yom She'avar, et pas à cause du jour qui vient, mais à cause du jour passé. Ce qu'ils ont entendu, ce qui est plus faible quand même. Et la question c'est quoi? Va Rabbi Shimon Shari, on a vu que Rabbi Shimon permettait motar hashemen shebener, ce qui reste, les résidus, l'huile résiduelle qu'on trouve dans la lampe, Afalgav de Uktsa ben Hashmashot le mitzvato, Mishum Yom Haba. Alors que dans le cas du Shemen, le Shemen il était Muktse pour la mitzvah à cause du jour qui vient, pas du jour passé. Donc qu'est-ce qui est plus fort? C'est le jour qui vient que le jour passé. Et même lorsque c'est le Muktse du jour qui vient, Rabbi Shimon il n'en tient pas compte. Comment on peut attribuer cette baraïta à Rabbi Shimon alors qu'il ne tient pas Migudu de Katsai, et là que c'est le jour passé? Voilà la question. C'est-à-dire que cet aspect-là, on ne le comprend qu'une fois qu'on a vu la Gemara, où on a vu que cet texte a été attribué à Rabbi Shimon. Comment on peut attribuer cet Tosefta à Rabbi Shimon, alors que pour Rabbi Shimon qui ne tient pas Migudu de Katsai, Mishum Yom Haba, Kalva Chomer, qui ne tiendra pas Migudu de Katsai, Mishum Yom She'avar? Voilà la question. Réponse. Venir Elori, donc le neveu de Rabbeinu Tam va se charger de répondre. De Bemash Oseret Abraïta Yom Tov Acharon Lo Atiak Rabbi Shimon. Que c'est vrai, cette partie-là de la Braïta qui dit que c'est interdit même Yom Tov Acharon, cette partie-là ne va pas comme Rabbi Shimon. On a dit que la Tosefta va comme Rabbi Shimon, c'est pas vraiment tout comme Rabbi Shimon. Une partie, Rabbi Shimon se reconnaît dedans. Mais c'est vrai qu'il y a une partie, cette partie-là, on ne peut pas l'attribuer à Rabbi Shimon pour les raisons que Tosfot a proposées. Alors, cela dit, il y a une autre réponse dans les Rishonim. Le Ritva propose une autre réponse. Il propose de dire qu'il y a deux types de Migudu de Katsai. Et que le migou du Katsai, dans le cas de Noye Souka, ce qu'on a vu là, les parures de la Souka s'appellent Noye Souka. Noye Souka, Rabbi Shimon va dire qu'on dit migou du Katsai. Alors qu'habituellement, dans Shemen Shebener, on ne dit pas migou du Katsai. Quelle différence? Parce que dans le motar Shemen Shebener, c'est moi qui décide de le rendre Mouktsé. C'est moi qui décide de mettre l'huile dans la lampe. Et que de ce fait, ça va être interdit. Donc de ce fait, comme c'est moi qui décide, donc ça ne rend pas Mouktsé. Ça reste sous ma tutelle. Donc moi, j'ai décidé qu'après qu'il y aura de l'huile résiduelle, eh ben, je la récupère. Mais Noye Souka, ça devient interdit à mon corps défendant. Parce qu'une fois que tu as décidé d'en faire du Noye Souka, ça s'appelle Mouktsé la mitzvah, et c'est plus toi qui décides. Donc tu perds la main. Et donc c'est plus Noye Souka, ça devient plus grave. C'est Chamour Yoter, parce que le Ben Hashmashot, c'est contre son gré, il n'a pas le choix. À partir du il a une mitzvah de faire la souka, il a une mitzvah d'embellir sa souka, donc il n'a pas le choix. Il le fait pas pour lui, il le fait ça parce que c'est une mitzvah. Donc à son corps défendant, ça devient Mouktsé Ben Hashmashot. Quelque chose qui est Mouktsé Ben Hashmashot à mon corps défendant, alors là c'est plus grave. En général, c'est moi qui ai décidé, j'aurais pu ne pas le faire, rien ne m'obligeait à le faire, mais là, j'étais obligé de le faire. Voilà ce qu'il propose de dire, donc c'est une deuxième réponse. On va marquer une petite pause et on continue le Tosfot suivant après.